Ok. Bonsoir, bienvenue à tous pour le billet talk du mois d'août. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Marie-Laure Nélaton, qui est la présidente de IIBA Région du Québec. Donc aujourd'hui, nous avons une grande personnalité avec nous aujourd'hui et je pense que c'est la première dame qui va partager avec nous, non, la deuxième, je pense. La première, c'était Léopoldine. Et la deuxième, c'est Marie-Laure aujourd'hui. Donc, ça fait plaisir d'avoir une dame qui va nous parler de sa passion pour la business analyse. Du coup, je me permets, si tu veux bien, Marie-Laure, de te présenter. Oui, je veux que je me présente ou tu me Donc, je pense présentes? que j'ai ton autorisation. Je vais te présenter. Je me permets Ça de te marche, présenter. ça Ok. marche. Donc, Marie-Laure Nélaton est une passionnée d'analyse et d'architecture d'affaires qui considère sa passion comme une invitation à sortir sans cesse de sa zone de confort pour continuer de progresser. Elle détient un baccalauréat en informatique, donc bac plus 4 pour nous en Afrique francophone, ou même le master 1 pour le système LMD, et une maîtrise en management, donc qui correspond à un bac plus 5 ou à un master 2, tous les deux obtenus en France et reconnus par les instances gouvernementales au Québec, au Canada. Sa double formation lui a permis de faire le pont entre les besoins d'affaires et les systèmes. Elle a obtenu une ceinture verte de Lean Management et a à son actif une formation en Design Thinking, une formation Leading Safe et une certification ProSci en gestion du changement. Elle a une bonne connaissance d'ensemble des concepts d'agilité à petite et à grande échelle. Elle cumule plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des analyses, d'affaires et de technologie. Au fil des années, elle a acquis la pleine capacité de son expertise dans plusieurs rôles que peut exercer l'analyse d'affaires. Donc, on a entre autres organisation du travail, gestion du changement, gestion de système et conseillère en amélioration continue et en expérience client. Elle intervient également en tant que conseillère stratégique, gestionnaire, mandataire et architecte d'affaires au sein d'organisations privées ou publiques de taille variable en Afrique, en Europe et maintenant en Amérique du Nord. Elle a mis son expertise au service de la relève comme conférencière dans des cours de niveau maîtrise à la FSA de l'Université de Laval. Elle accompagne dans des activités de mentorat les analystes d'affaires juniors ou les analystes en IT qui veulent se réorienter vers le côté des affaires, le conseil en gestion. Elle est présidente actuelle de l'IIBA, donc qui est notre association commune à toutes de la région du Québec. Et elle est la cofondatrice du guide d'architecture dans la ville du Québec. En parenthèse, on a BACG, BAGCQ. Et elle est co-leader de la communauté d'expertise, d'analyse et architecture d'affaires chez CGI, qui est une grande entreprise française, si je ne me trompe pas. Non, Et c'est un fleuron québécois, mais qui a acheté une grosse entreprise, plus gros qu'elle en France. On est un peu partout ok, maintenant, dans 40 pays. d'accord, bien noté. Et elle est aussi administratrice du groupe Architecture d'affaires Québec sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, on a vraiment le gros lot, le package avec Marie-Laure qui va nous parler de sa passion pour la business analyse qu'elle a pu accumuler au cours de ses 25 ans d'expérience. Donc bonsoir Marie-Laure, bienvenue au Bonsoir, Billet Talk. Nadège. Merci, Donc merci, je, Nadège. je te laisse la parole. Et comme je le disais, c'est un talk, donc tu seras interrompu lorsque tu vas mentionner des points qui seront pertinents pour les participants. Ils auront à poser des questions. Donc, je serai là pour modérer pour les personnes qui lèveront les mains. Mais vraiment, ça sera très interactif. Donc, merci Excellent. beaucoup. Merci à toi, Nadège. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Je suis honorée de venir aujourd'hui vous parler de ma passion. Mais la Côte d'Ivoire m'est pas inconnue. Je viens de la Côte d'Ivoire.
Donc, je commence d'abord en parlant de l'IIBA en tant qu'organisation au niveau mondial, puis ensuite, je me présenterai avec les différentes choses que j'ai fait tout au long jusqu'où je suis rendue. Ensuite, je vous parlerai de certaines définitions de l'analyse d'affaires parce que s'il y a eu plusieurs billets talks, je suppose que vous êtes quand même familier avec le BABOK. Est-ce que je me trompe? Donc, je vais revenir sur certains points et puis ensuite, on va pouvoir échanger et puis ensuite vous présenter ce que nous, on fait à Québec et on terminera par une conclusion où, bien sûr, j'ouvrirai le débat pour qu'on discute parce que comme c'est un talk show, c'est un billet talk, on discute et puis on échange et puis on fait plus connaissance. Donc, l'IBA en tant qu'organisation est internationale. Donc, c'est plus de 29 000 membres à travers le monde, plus de 120 chapitres à travers 40 pays et plus de 300 membres corporatifs. Et c'est un formateur agréé, bien sûr. Pour ça qui donne des certifications. Si je continue un peu plus loin, si mon écran veut bien. Alors, le corpus de connaissances de l'IBA, c'est le BABOK. Pourquoi le BABOK? Parce que il fallait nous réunir autour d'un livre qui est notre base, qui contient nos outils. Donc, c'est 511 pages, c'est 11 chapitres, dont un qui fait l'ouverture sur l'agilité. Le 10e parle de toutes les techniques qu'on peut utiliser pour accompagner les clients. Si vous avez l'habitude d'exercer ou d'être analyste d'affaires en entreprise. Il y a des outils que vous utilisez tels que les RACI, tels que les analyses des cas, tels que le SWOT, tels que des interviews, tels que le remue-ménage qu'on appelle aussi brainstorming, etc. Donc, on a rassemblé tout ça et puis, bien sûr, certains gabarits dans ce guide-là. Donc, ce guide, initialement, était décrit en anglais, totalement en anglais, puis c'était traduit en d'autres langues, mais pas en français. Donc, pour que ce soit traduit en français, on a travaillé fort pour avoir déjà la version 2 et actuellement, on est à la version 3. Donc, on est allé chercher des organisations à l'international qui étaient intéressées, puis au national aussi, qui étaient intéressées par financer un corpus à destination d'un public francophone. Et ça a donné donc le BABOK 3 en français. Et puis, si on regarde les certifications, on a différentes certifications et je vais vous les présenter une à une. Au départ, on avait des certifications que pour des gens qui ont quelques années ou beaucoup d'années d'expérience. Et puis après, on s'est rendu compte que à l'université, les modules de l'IBA, donc du corpus de connaissances BABOK, étaient donnés, que les étudiants s'y intéressaient, mais cependant, il n'y avait aucune certification qui leur était destinée. Donc, on a fini par créer la certification d'entrée qui est le CBA, qui permet à tout le monde, que ce soit du monde d'expérience, qui faisait autre chose, qui veut s'intéresser à l'analyse d'affaires et qui veut virer vers là, d'avoir une certification qui vient donc asseoir son expertise ou sa connaissance, en tout cas du métier d'analyse d'affaires, ainsi que les étudiants qui sortent. Là, on venait quelque part valider ce qu'ils ont compris en termes d'analyse d'affaires en mettant cette certification en place. Cette certification, lorsqu'elle est sortie, était aussi en anglais autant que toutes les autres qu'on voit ici. On a fini, à force de discussion, on fait des rencontres entre IBA francophone, puis en se soudant entre IBA francophone, on a réussi à amener le corporatif, donc l'organisation centrale de tous les chapitres d'IBA, à acheter un outil pour traduire les examens. Donc, pour le moment, ce qu'on a obtenu, c'est justement cette certification d'entrée, qu'elle soit en français. Les autres certifications sont encore en anglais et sont avec dossier. En ciblant celle-là en français, on se disait qu'on vient rejoindre pas mal de personnes parce que quelque part, c'est la certification la plus simple à aller passer, bien sûr, en ayant appris ou connaissant, on va dire, les artefacts du corpus de connaissances, aller le passer. C'est plusieurs questions. Il y a pas de
cas de situation à débattre, il n'y a pas d'expertise dans le métier depuis longtemps qu'on vient chercher, mais on vient quand même là évaluer ce que la personne connaît du corpus de connaissances. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, il faut bien sûr avoir de l'expérience, 2 à 3 ans d'expérience, et l'examen est en anglais. Ensuite, on a celui des personnes, on va dire, intermédiaires en analyse d'affaires ou seniors, où il faut avoir au moins 5 ans d'expérience. Et puis, des fois, on a l'impression, c'est simple, qu'on a 5 ans d'expérience bien fermée. Mais en répartissant les tâches qu'on a fait dans notre cheminement professionnel, des fois, on se rend compte qu'il y a certaines activités qui ne rentrent pas dans le cadre de ce que l'IBA reconnaît comme expertise. Donc, c'est un dossier où vraiment il faut aller pas à pas et décrire son expérience. Donc, il faut s'assurer d'avoir au moins 5 ans, je dirais 6-7 ans en analyse d'affaires pour être sûr qu'on va venir remplir tous les scores pour pouvoir passer cette certification-là. Si je continue plus loin, on a une certification côté agile, parce que les organisations de plus en plus montent des équipes agiles, travaillent en mode agile, sur des sprints, avec des scrums, etc. Donc, on trouvait intéressant que l'analyse d'affaires, qui bien sûr est détenteur et porteur en général du besoin d'affaires, ait cette certification-là. Ça, c'est des certifications qui sont plus spécialisées. Hormis celle-là, bon, excusez-moi, une fois sur deux, je me trompe de touche. Ensuite, il y a celle de l'analyse de données parce que de plus en plus, en parlant d'intelligence artificielle, en parlant de cloud, on vient parler de données et puis l'analyse d'affaires venant transmettre un besoin veut ou veut pas, avoir contact avec ça. Donc, c'est une autre certification qui a été mise en place. Si on continue plus loin, on sait que de plus en plus, le monde est ouvert, que il y a beaucoup d'enjeux de sécurité avec notre ouverture sur Internet, le télétravail. Donc, finalement, parce que je ne sais pas, pour la Côte d'Ivoire, ça fait quelques années que je ne suis pas partie, puis ma sœur a l'heure d'aller vraiment au bureau, mais nous, on travaille, on va dire, la moitié du temps, voire 3/4 du temps en télétravail, ce qui veut dire que la sécurité est importante à ce niveau-là. Donc, il y a une certification qui a été mise en place en sécurité. Donc, les 3 premières, c'est des certifications fondamentales. Les 3 autres, de l'autre côté, c'est des spécialisés. Donc, c'est quoi les avantages, vous me direz, d'aller passer des certifications de l'IBA? Il y a plusieurs choses qui viennent à 29%. Les gens qui sont en analyse d'affaires, qui ont passé la certification, il y a 29% qui sont plus épanouis que quelqu'un qui évolue dans le métier sans pour autant avoir la certification. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une plus grande confiance au travail qui est livré parce que c'est une garantie que les outils qui sous-tendent l'analyse d'affaires sont maîtrisés quand quelqu'un a une certification de l'IBA. Et puis les salaires aussi, dans 24% des cas, il y a une augmentation du salaire avec ces certifications-là. Il y a des promotions qui viennent à une hauteur de 13%. Quelqu'un qui exerce le métier en étant certifié et quelqu'un qui n'est pas qui est certifié, il y a un écart en général de 13% en termes de promotion. Il y a des améliorations des codes de performance aussi parce qu'il sait où il s'en va, il est un peu plus outillé, même si c'est un professionnel, un expert, il a beaucoup plus de choses dans son bagage pour aller. Donc, c'est un gage de confiance. Et ça aide à trouver donc un emploi. Cela on va dire, coule de source. Et puis, ben, tout ce qui précède à 12% avec une certification, on est quand même au-dessus des autres. Et puis, ben, la majorité des autres restent à 15% non certifiés, si on parle là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je continue? Dites-moi. Pour le moment, ça va pour moi. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK, parfait. Donc, je continue. Merci, Nadège. Donc, qui suis-je?
Je suis Marie-Laure Nélaton ou Marie-Laure Ouattara Nélaton, donc fille de la Côte d'Ivoire. Mon parcours a commencé en 96 en Côte d'Ivoire, donc dans le domaine bancaire à la BHCI, et j'étais plus au niveau du développement, donc tout ce qui est analyse programmeur, comme on appelle. Et puis jusqu'en 99, à partir de l'an 2000, je suis allée en France et donc j'ai la chance d'avoir fait 3 continents, l'Afrique, l'Europe et maintenant l'Amérique du Nord. Et donc j'ai travaillé dans le gouvernement. Donc dans le gouvernement, j'ai eu différents rôles, donc celui d'analyste programmeur, celui d'administrateur système et puis de soutien aux utilisateurs aussi en termes de configuration et puis en termes de difficultés qu'ils pouvaient avoir avec certains outils informatiques. Au bout d'un moment, je tournais en rond, on va dire, au niveau du gouvernement. Je cherchais mieux, je cherchais des défis parce que, comme je dis, j'aime sortir de ma zone de confort. C'est l'un de mes moteurs. Et puis, un défi, ça me fait pas peur. Au contraire, ça va me pousser à aller chercher plus de ressources. Donc, je trouve ça formateur, puis je trouve ça aidant. Donc, j'ai travaillé, entre autres, en France pour Orange, France Télécom. J'ai travaillé aussi pour Volter Kluwer en tant que maîtrise d'ouvrage parce que les appellations d'analyse d'affaires de plus en plus ressortent, mais en France, c'était avant maîtrise d'ouvrage pour le côté affaires, pour tout ce qui était métier d'affaires. Donc, dans la maîtrise d'ouvrage, il faut comprendre qu'on a autant la gestion du changement que l'organisation de travail, que l'analyse d'affaires système, que la personne qui va aller faire des personas, etc., pour venir expliquer ce que la cible dans un développement informatique reçoit. Avant d'être de ce côté-là, donc maîtrise d'ouvrage, j'étais maîtrise d'œuvre, donc plus au niveau de tout ce qui est programmation, conception, architecture, mais plus côté, on va dire, TI, plus la main, on va dire, dans la mécanique. J'ai eu ça, j'ai été aussi formatrice, j'ai fait de l'assurance qualité, j'ai travaillé, on va dire, en assurance qualité pour la CNP qui est dans les retraites et puis en équipe agile pour Omea Télécom qui est sous la bannière Virgin Mobile, pour Gaz de France. Et puis en 2012, j'ai été recrutée par CGI à Paris pour venir travailler à Québec. Donc, j'ai immigré à Québec en 2012. Donc, à CGI, j'étais analyse d'affaires et architecte d'affaires. Puis quand je suis arrivée là, quand ils ont regardé mes compétences, c'était, mais en même temps, tu t'occupes de processus, tu t'occupes de gestion de changement, tu t'occupes d'expérience client. C'est quoi ton profil? J'ai dit, mais mon profil, c'est tout ça, en fait. Donc, j'avais autant des mandats qu'on me donnait en architecture d'affaires que des mandats en analyse d'affaires, mais plus analyse d'affaires senior, donc de l'amélioration continue, de l'expérience client. Donc, quand il fallait donner un grand coup, en général, j'arrivais soit au niveau stratégique, soit au niveau opérationnel pour appuyer les équipes, puis c'est toujours le cas, mais plus dans le domaine gouvernemental que privé. Mais je fais aussi du privé, et puis depuis quelques années, je suis aussi directrice service conseil à CGI. J'ai des clients, je développe de nouveaux clients et puis j'ai une équipe que je gère en dessous de moi. Puis j'ai été impliquée dans l'IIBA, je suis tombée dedans, comme on dit en France, Obélix, dans la potion magique. J'ai rencontré l'IIBA à mon arrivée parce que j'étais curieuse, je voulais savoir. J'étais déjà impliquée dans la gestion de pratiques en France. Donc, je voulais reproduire la même chose et j'ai commencé à chercher. Il y avait des communautés de pratiques à CGI, je me suis impliquée dedans. Et il y en avait à l'extérieur, dont l'IBA. Et puis, ça m'intéressait, ce qui présentait les conférences qu'ils donnaient sur les tendances des métiers. Donc, j'ai sauté dedans. Au début, j'étais simple bénévole. Ensuite, je suis devenue vice-présidente de la programmation. Puis, depuis 2 ans, je suis devenue la présidente de cette organisation-là. Un bon parcours, hein? En tout cas, Merci. nous sommes tous en admiration de ton parcours aujourd'hui. Merci beaucoup encore d'avoir accepté d'être notre speaker aujourd'hui. Merci à vous. Je suis honorée. Donc, si je vous demande comme ça tout de go, l'analyse d'affaires, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous répondrez? Puis là, je vais voir des réponses dans le chat. Que Nadège va vous donner. Voilà, je pense qu'on va demander aux gens de répondre, hein. Je vois qu'il y a des gens qui Oui, sont hein? intéressés. Et j'aimerais Donc, ça que comme ça, vous on mettiez des finit. choses.
Oui. Il n'y a pas de Vous mauvaise pouvez ouvrir le réponse. micro, voilà, c'est ça. Et comme c'est un talk, n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir vos micros et puis donner vos réponses. Soyez pas timide, on est entre nous, là. Bon, là, je vous vois réfléchir, hein. Est-ce que votre face ressemble à l'une des faces ici, ou elle est plus souriante parce que vous avez vos idées, mais vous ne voulez pas les énoncer? Oh. Personne ne se lance? Apparemment, ils Allô, sont très bonsoir. timides. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Junior Concours. Oui. Euh, je Enchanté. voulais, oui, je voulais essayer Oui. ce que j'entends par analyse d'affaires. Oui. Je me dis que c'est une discipline en fait qui a pour objectif dans une entreprise d'évaluer d'une part Oui. les, les procédures, euh, un certain nombre de facteurs ok, liés à son efficacité dans Oui. le but de créer ou bien d'avoir un rendement plus optimal et plus Mhm. sain. Voilà, C'est voilà ce c'est- qui c'est- c'est une, c'est une bonne définition. Effectivement, il y a l'efficience, et puis il y a l'amélioration, et puis apporter de la valeur. C'est ce qu'un analyste cherche en général. effectivement. Ah, merci. Et qui Merci. d'autre se lance? Allez, allez, je suis curieuse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Bonsoir, Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Ingrid Koumaev, Enchanté. Alors, le pour vous, c'est plaisir est quoi l'analyse? partagé. Pour moi, l'analyse d'affaires, en fait, c'est l'ensemble des processus qui permettent à une organisation ou une entité de, de mieux définir ses besoins, Oui, de mieux définir ses besoins et d'évaluer l'ensemble des solutions possibles et oui. faire un choix optimal en tenant compte des contraintes qu'elle a euh, pour proposer un service à valeur ajoutée pour sa consommation interne ou externe. Excellent. C'est parfait, ça. Merci. C'est aussi une bonne réponse. Donc, on va continuer pour pouvoir avoir le temps de discuter. On parle de corpus. Vous avez un livre, un corpus de connaissances. Lui, en général, ça, il va s'adresser avec des axes. Donc là, c'est le Babok qui définit. C'est pareil en architecture, on a le BISBOC. Et le BISBOC aussi va définir l'architecture puis l'analyse d'affaires telle qu'il le voit. Donc, selon le Babok V3, l'analyse d'affaires est la pratique consistant à favoriser le changement. Le changement, vous verrez le lien pourquoi le changement dans une entreprise en définissant les besoins et en recommandant des solutions qui offrent une valeur aux parties prenantes, ce qu'on appelle en général stakeholders. Donc, les stakeholders, en fin de compte, ce sont les parties prenantes qui, à chaque fois qu'on va toucher un besoin, vont interagir avec l'analyse d'affaires qui est réfléchie ou l'architecte d'affaires. Donc, voilà. Ça donne ça. Et puis, si on regarde d'expérience, on peut vous appeler analyse d'affaires ou vous appeler autrement parce que l'analyse d'affaires réalise des tâches décrites dans le guide Babok et puis bien plus, quel que soit son titre ou son rôle dans l'organisation, l'analyse d'affaires est une personne qui effectue des tâches d'analyse indépendamment de son titre. Et puis, on peut être analyste sans porter le titre. Il n'y a pas de problème là, c'est ce que je veux dire. Et puis, mais quand on regarde les tâches d'une analyse d'affaires telles que décrites dans le Babok, on s'y retrouve très bien. Et puis, à ce moment-là, c'est de se dire qu'on est analyse d'affaires par rapport aux activités qu'on fait dans une entreprise. Si on continue plus loin, l'analyse d'affaires telle que définie dans le corpus est définie avec 6 domaines, 6 grands domaines. Et dans ces 6 grands domaines, on a 30 tâches d'analyse qui sont regroupées. On a des tâches stratégiques, des tâches tactiques et des tâches
opérationnel, selon le besoin que l'organisation d'aller chercher une analyse d'affaires, que ce soit d'une firme de consultation ou à l'interne. Il s'attend à ce qu'ils viennent rejoindre un de ces domaines-là avec différents outils qu'on a. Et puis les outils, je reviens dessus, dans le BABOK, c'est le chapitre 10. Vous avez tous les outils, il y a une cinquantaine d'outils avec des gabarits proprement faits. Puis si vous allez sur le site de l'IIBA au niveau corporatif, si vous avez différentes documentations, des livres blancs qui sont là, des vidéos, et puis quand vous devenez membre, comme nous on est membre, vous avez droit à plus de choses, plus de vidéos, plus de documents, des documents liés à chacun des défis qu'on peut rencontrer dans une organisation. Ça peut être pour de l'expérience client, ça peut être pour de l'agilité, ça peut être différentes choses. Et puis là, pendant que je parle d'agilité, est-ce qu'on parle d'agilité beaucoup à Abidjan, en Côte d'Ivoire en général? C'est une question ouverte. Je dirais, Oui, oui. je vais répondre. Ah, ok, Junior, vas-y. Non, vas-y, Nadège. J'ai juste voulu répondre par eux. Ok, donc je dirais oui, on en parle de plus en plus. Ça reste aujourd'hui l'une des pratiques les plus utilisées dans les entreprises qui ont des grands projets de transformation digitale. Donc OK. aujourd'hui, le fait d'avoir des équipes qui travaillent autour du mindset agile ou de la méthode agile, comme diraient certains, reste aujourd'hui une des habitudes auxquelles nous sommes confrontés dans le domaine du travail. OK. Excellent. Excellent. Merci. Donc, si je continue plus loin, je vais vous demander quels sont les 6 concepts de base de l'analyse d'affaires selon le BABOK V3. Par contre, pour cette question, on n'aura pas beaucoup de bonnes réponses, à part vraiment les business analysts qui ont pris connaissance avec le Babok et tout. Ben oui. Donc, euh, je Est-ce qu'il y en a je parmi nous? par des Ou est-ce réponses. que je continue? Bon, je continue. La réponse est, il Il y y a a Ingrid 6 qui voulait parler. Hein. Ah, bon, j'enlève alors, Ingrid, je te laisse aller. Non, non, allez-y, allez-y, allez-y. Bon, Ah, bon. je crois que c'est déjà affiché, donc Non, je l'ai enlevé. j'aurais dit déjà, il y a le besoin parce que c'est la base. Bravo. Euh, il y a le besoin, il y a le changement parce que euh, tout Excellent, travail, ça en fait 2. oui, tout travail d'analyse, c'est pour soit impulser un changement, enfin pour mieux le comprendre. Euh, il y a la solution. Oui, Qu'est-ce qu'on propose en termes d'output? oui. Les différentes parties prenantes. Ça en fait 4. Bravo. Ouais. Et puis, quoi d'autre? Ça, c'est vraiment de tête. Hein. Là, il y en a 5 déjà, là. On n'est pas loin. On est 4 déjà, on n'est pas loin, là. T'as parlé, vous avez parlé du changement, de la solution, des parties prenantes, du besoin, ça en fait 4. Oui. De tête, les deux autres sont sur le bout de la langue, Il y a le mais contexte, voilà le il y a le contexte. contexte et la valeur apportée, bien sûr. On parle de valeur, on ne se met pas en action sans apporter de valeur, en fait. C'est ce que dit notre cadre de référence. Donc, ces 6 concepts-là doivent avoir, on les a édités. Pourquoi? Parce qu'on voulait qu'on ait tous une terminologie commune qui définit comment est-ce qu'on travaille quand on prend un mandat. Et puis, ça peut être on peut couvrir tous ces axes-là lors des besoins de l'émission des besoins d'un client, comme en toucher qu'un, comme en toucher plusieurs. Ça dépend toujours de la portée que le client nous donne. Ça illustre les relations aussi qu'on va créer. Et puis, chaque concept est compris à l'aide des 5 autres. Donc, il y a 6 concepts de base pour l'analyse d'affaires, dans le sens du BABOK. Merci, Ingrid.
Et puis, qu'est-ce que ça nous prend comme compétences? Ça nous prend beaucoup, beaucoup de compétences. Ça nous prend une capacité à raisonner de manière analytique, une bonne connaissance en affaires. En général, les analystes d'affaires, quand ils interviennent dans une entreprise, dans une organisation, ils connaissent bien le domaine d'affaires auquel ils sont attachés, une bonne capacité de communication parce qu'un analyste d'affaires ne travaille jamais seul, mais travaille toujours avec différentes compétences pour venir répondre à un besoin émis. C'est quelqu'un c'est une personne qui a ça, on va dire, c'est presque un don. Un analyste d'affaires qui n'interagit avec personne, donc la capacité d'interaction, c'est comme on livre quelque chose sans savoir ce que les autres ont dit, donc on livre dans son coin et puis en général, on risque d'échouer dans le projet qu'on est en train de mener. C'est des outils, c'est des technologies, c'est un enquêteur parce que c'est un poseur de questions sans cesse et puis on pose des questions jusqu'à être sûr qu'on a vraiment la problématique à traiter ou le besoin à combler. Et puis, il ne faut pas être gêné de poser des questions parce que des fois, il y a des questions qui nous semblent, oh, c'est une question bête, je vais peut-être pas la poser, mais en ne la posant pas, des fois, on oublie un pan de mur. C'est important de poser des questions, puis poser des questions tant qu'on a du flou dans une partie. C'est un traducteur. C'est un traducteur parce qu'il passe son temps à prendre des besoins d'une partie pour l'expliquer, le divulguer de manière compréhensible à d'autres secteurs qui doivent rentrer, on va dire, dans la livraison d'un besoin à combler. C'est un stratège dans ce sens-là parce qu'il va aussi jouer dans tous les enjeux politiques, tous les enjeux de personnes, etc. L'objectif, c'est répondre adéquatement à un besoin. Et c'est pour ça qu'on dit que des fois, c'est un mercenaire parce qu'il a une mission et il va jusqu'au bout. C'est le roi de la débrouille, la reine de la débrouille, parce que des fois, il n'y a rien, le client n'a pas tout dit, le client en dit la moitié, il y a des enjeux politiques qu'on ne voit pas, mais l'analyse d'affaires en utilisant les bons outils, est capable d'aller chercher un peu plus. C'est un animateur parce qu'il fait des présentations, parce qu'il fait des interviews, parce qu'il fait des animations, par exemple en expérience client, pour trouver ce qui fait mal, parce que quand on part en expérience client, on va chercher qu'est-ce qui accroche le plus, c'est quoi le besoin, qu'est-ce qui accroche le plus pour que ce besoin-là soit parfait, pour y répondre. C'est un archéologue. Pourquoi c'est un archéologue? Parce qu'il fait souvent des recherches pour trouver ce qu'il faut, parce que le client a des fois des choses qu'il ne soupçonne même pas. Et en fouillant, en faisant des liens, pourquoi on fait ça? Et puis des fois, à Québec, c'est qu'ils disent, parce qu'on a toujours fait ça de même. Oui, vous avez fait ça de même, mais c'est quoi la logique? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça? Donc, si on sait pourquoi on a décidé de faire ça et pourquoi ça ne marche pas et puis qu'on on émet un besoin, du coup, on vient mieux y répondre. C'est donc un ethnologue parce qu'il vient comprendre la dimension humaine et puis les enjeux qu'on peut avoir. Et puis, de par ce fait, devient un sociologue. Et on dit qu'il y a tellement de flou des fois que c'est presque un cartomancien ou une cartomancienne. Là, j'ai une petite coquille. Puis c'est une pieuvre parce qu'il interagit un peu avec tout le monde et puis il interagit en général dans des équipes multidisciplinaire. Donc, l'analyse d'affaires au sens général intervient dans la gestion de mandats qui peuvent demander autant de compétences techniques que des habiletés de communication, de décision. Il aide, il accompagne à la prise de décision ainsi qu'une excellente vision du domaine où il travaille. Et puis, les différentes déclinaisons donc, que l'analyse d'affaires a au niveau de ses habiletés et puis au niveau du secteur organisationnel, il conçoit des systèmes d'information par la manière dont il a d'aller creuser le besoin jusqu'à trouver ce qui va vraiment créer le plus de valeur. Il aide à la décision parce qu'il sort les éléments, que ce soit des chiffres, que ce soit des risques, que ce soit des enjeux de sécurité par rapport à un besoin. Il va vraiment faire une analyse pour aider les gestionnaires à prendre la décision adéquate. Il fait de l'intelligence d'affaires aussi et de l'analytique parce que de plus en plus, notre monde est basé sur
beaucoup de données, puis plus on va vers l'expérience client, plus on se dit qu'il faut que le système soit transparent, que les humains comprennent mieux et que les outils informatiques soient à la disposition de l'humain. Bien sûr, ça prend des données, puis des fois, dans les gouvernements ou dans les organisations, on pose des questions, on pose des questions, on pose des questions, alors que des fois, on a l'information, c'est d'utiliser aussi de manière, on va dire, intelligente, les données qui se trouvent au sein d'une entreprise. Il y a aussi l'ingénierie de processus parce qu'une analyse d'affaires, c'est optimiser, améliorer un processus, dessiner un processus, faire des procédures, faire des guides pour aider les utilisateurs. Et puis, en faisant les guides, en observant les processus, en observant les besoins, ils trouvent des points d'amélioration pour améliorer aussi l'efficience de l'organisation parce que toute organisation, selon son core business, veut être efficient et puis veut être périn surtout. Donc, il gère les exigences d'affaires dans ce cadre-là. Il évalue, il analyse l'entreprise, il développe de nouveaux produits parce que des fois, en interagissant, en ayant les bonnes personnes autour de la table, les bonnes parties prenantes autour de la table, initialement, on partait pour une solution, puis on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on ne s'attendait pas ou qu'on ne voyait pas qui sort dans toutes les interactions qu'on va avoir avec le client qui vont changer complètement la vue de ce qu'on va donner comme solution, puis on sort de là avec une solution qui apporte plus de valeur ajoutée. Là, on rentre dans tout ce qui est innovation, on développe de nouveaux produits. Est-ce qu'il y a des questions? Je continue? Bon, on y va, n'hésitez pas à m'interrompre. Et puis, quand on regarde la carte de l'analyse d'affaires telle que définie par l'IBA, vous voyez, il y a un côté, le côté qui est dans le bleu, c'est tout ce qui est technologique que peut toucher comme métier l'analyse d'affaires. Dans le côté droit, bien sûr, c'est tout ce qui est affaires. Moi, je vais vous dire que j'ai commencé du côté bleu et que je suis plus du côté affaires. Donc, si on prend quelques exemples, l'analyse d'affaires peut être data analyst, il peut être data modeler quand on parle de modéliser les processus, etc. Il peut être business analyst professionnel parce qu'il peut accompagner les entreprises dans les grands enjeux qu'ils ont au niveau des transformations digitales, business process analyst, donc leur faire des processus et des procédures. Il peut être aussi project manager, mais tous les métiers qui sont là, c'est des métiers, ou des habilités, c'est l'analyse d'affaires est capable en se virant, en allant chercher de nouvelles compétences, des fois, s'il ne les a pas, de venir accomplir ces rôles-là. Il peut être stratège, il peut être architecte d'affaires, il peut faire du design thinking, donc faire du design dans tout ce qu'on a comme solution. Et c'est aussi un bon communicateur, donc ça peut être un bon manager au niveau relationnel. Il fait de l'expérience client. Il est aussi product owner, comme on dit, dans le mode agile, donc responsable de produit. Tout ça, c'est les différentes habiletés que peut aller chercher une analyse d'affaires. Puis quand on regarde la transformation numérique, la transformation digitale ou numérique, on regarde comment les organisations vont de plus en plus vite. Avant, les organisations faisaient des cycles. On avait des projets qui étaient plus longs. On faisait des objectifs sur 3, 4, 5 ans. Et puis des fois, pour différentes raisons, l'organisation changeait de but, changeait d'orientation, changeait de gestionnaire, les projets tombaient à l'eau. Puis des fois, parce qu'on n'avait pas eu les bons outils ou fouillé la bonne chose, le projet n'arrivait pas à bien. On dit que c'est pratiquement 70% des projets qui sont dans ce cas-là. Et puis, ce qu'on veut faire, c'est 30% dans des réussites. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est inverser la tendance en ayant de plus en plus d'habiletés pour venir accompagner au mieux les clients qu'on a. Donc, si je reviens un peu ici dans le détail, donc quand il est du côté données, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des analyses, il fait des requêtes, il fait des rapports, il est dans l'opérationnel, il cherche de la donnée, il nettoie les données, il fait de la maintenance, il fait du design de requêtes, et puis il fait de l'évolution aussi à ce niveau-là. Il fait des tests, il fait différentes choses, il fait de l'implémentation aussi, il accompagne les équipes à ce niveau-là. Il peut être donc
du côté processus, il fait de la cartographie, il utilise des outils comme Visio, BPMN ou d'autres choses. Il fait de l'amélioration continue en ligne, il fait du design de processus. Donc, plus on va en avance, l'analyse d'affaires se rapproche de l'humain. Et plus on s'approche de l'humain, ça veut dire qu'on pose plus de questions. Puis quand on regardait dans tout ce qui est intelligence artificielle, puis de choses qui arrivent, apparemment, la plupart des métiers, l'analyse d'affaires est le mieux outillé pour embrasser tout ce qui arrive, qui va arriver comme révolution, parce qu'il est capable de se virer, comme on dit, la pieuvre, de toucher tel domaine, tel domaine. Donc, il y a de nouveaux métiers qui vont se créer par la force même du changement des organisations, et l'analyse d'affaires est celui-là qui est à même de gérer ça. Il est au niveau de la charge de projet, donc avec différentes activités, la planification, l'évaluation. Il fait différentes choses, s'assure que les ressources sont à la bonne place pour pouvoir livrer un besoin. Il est product owner, donc là, quand il est product owner, bien sûr, il interagit avec les équipes de développement. Il veille à ce que les différentes fonctionnalités qui sont livrées avec les sprints soient toujours bien alignées et puis soient toujours dans la vision de l'organisation. Il discute sans cesse avec les parties prenantes et puis ben, il a toujours les objectifs de l'organisation en face de lui pour produire bien sûr quelque chose qui apporte de la valeur de manière itérative par des sprints en faisant des rétros pour parler de ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Il est aussi au niveau de l'architecture d'affaires. Et puis d'ailleurs, on a eu une conférence à l'IBA, région de Québec, je pense que c'était cette année ou l'année dernière, où on disait pourquoi est-ce que les habiletés de l'analyse d'affaires et de l'architecte d'affaires se mélangent souvent? Parce que l'analyse d'affaires, par sa capacité à embrasser plusieurs métiers ou plusieurs expertises, peut grandir facilement vers l'architecture d'affaires avec une vision globale, plus globale que l'analyse d'affaires, parce que des fois, il faut rassembler plusieurs analyses d'affaires pour avoir une vision globale, surtout quand on a plusieurs projets de l'organisation. Là, on vient avec l'architecte d'affaires, lui, il va communiquer avec les analyses d'affaires et puis rassembler cette vision-là. Mais en travaillant avec l'analyse d'affaires, en travaillant de manière très conjointe, l'analyse d'affaires se retrouve dans son parcours à faire des dossiers d'opportunités, des dossiers d'affaires, ce qui fait que des fois, les rôles se mélangent. On se demande c'est quoi la différence entre les deux. Mais si on regarde les livrables, un livrable qui a un dossier d'opportunité, une analyse préalable, une analyse préliminaire selon le cadre où on est, ou un dossier d'affaires qui va venir dire ce qu'on attend en termes d'exigence en évaluant les risques au niveau d'un projet, c'est l'architecte d'affaires qui a ce rôle-là, mais l'analyse d'affaires est capable de le faire par sa promiscuité avec l'architecte d'affaires. Il est aussi capable de faire de l'expérience client parce que dans l'expérience client, on va chercher par rapport à un besoin, comment est-ce qu'un processus s'exécute, et puis ça, c'est à l'interne. Donc, si le processus s'exécute pour livrer quelque chose avec une valeur ou pas, des fois, selon le projet, à des équipes, à ce moment-là, il va faire une amélioration de processus en interrogeant ceux qui sont impactés par la portée de son projet pour venir trouver. Donc, il va aller chercher les différents points de contact qui font que des fois, ça peut accrocher. Il va chercher aussi les points où ils ne sont pas contents. Ils ont soit le sourire, donc ils sont heureux, ça s'est bien passé, ou en général, c'est rouge parce que le sourire est inversé, donc ils n'ont pas satisfaction, ils ont l'impression de perdre leur temps. Et puis quand c'est à l'externe, bien sûr, c'est d'aller chercher à l'extérieur. Et puis des fois, les organisations ont peur d'aller chercher leurs clients à l'externe, hormis des sondages qu'on peut lancer, parce qu'on se dit qu'on va créer des besoins. On ne crée pas de besoins dans tout ce que j'ai fait comme mandat en expérience client. On capte bien la portée. Une fois que la portée est bien campée, la personne qui s'attend à plus de choses, c'est à quoi s'attendre. C'est vraiment lui dire, oui, on prend ça, oui, on a un projet où on va faire un dossier d'opportunité, où on va passer directement à un dossier d'affaires après une analyse préalable, et puis qu'on va livrer cette solution-là, puis que ça va le rendre heureux, ou qu'on a plusieurs projets qui sont en route, qui peuvent répondre à certains de ses besoins, et puis qu'au terme de tout ça, on produira peut-être un autre projet qui viendra embrasser le reste des points. Et puis, il ne faut pas hésiter à le camper devant la clientèle que justement on interpelle.
ils nous donnent leur avis de manière gratuite quand on va les chercher. Ils sont contents de partager leur frustration de ce que j'ai vu. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les voir. J'avais travaillé dans le domaine de la santé. Pourtant, on dit que les médecins n'ont jamais le temps à Québec, mais ils ont pris la peine de venir et mettre leur voix. Donc, pour dire que pour un client, c'est important. Et puis, ben, le monde change, notre monde change pour beaucoup de choses. Avant, quand les clients travaillaient avec le gouvernement à Québec, s'entend, ou en France, c'était long, c'était le bazar, mais on ne se plaignait pas trop parce que c'est le gouvernement. Mais par contre, quand on avait affaire à un opérateur téléphonique, par exemple, ou quelqu'un du privé, là, on était en France, on veut ça. Mais maintenant, le client, à force d'être de plus en plus numérique et à force de nous transformer de manière digitale, il a les mêmes attentes que ce soit gouvernemental ou privé. Donc, ce qui fait que de plus en plus, on voit justement des initiatives qui sortent du gouvernemental où ils essaient d'améliorer leurs services par rapport aux citoyens au Québec. Et en France, c'est pareil. Donc, on fait du design, donc le design thinking, le design ou design d'expérience ou design de service. Là, on va chercher un besoin. Ça se passe différemment de l'expérience client parce que l'expérience client, il faut faire différentes phases. Donc, qu'est-ce qui existe, vers où on s'en va, et puis ensuite, essayer de sortir ce qui va ramener de la valeur au client. Le design fait la même chose, sauf que le design a plusieurs étapes de validation, dont celui du prototype. C'est-à-dire qu'on pense avoir compris le besoin après plusieurs itérations. Là, on va passer au prototypage. Prototyper quelque chose qui peut être une solution développée, une solution configurée ou autre chose, ou simplement une réingénierie au niveau des processus. Puis à chaque fois, on se valide. Est-ce que ça améliore ta vie ou on le sonde? Est-ce que ça fait quelque chose de différent jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de viable. Ensuite, on fait un produit minimum viable et puis on voit si ça continue à se passer bien. Donc, c'est une version alpha, bêta, etc. Et puis, plus on est en confiance, plus on déploie à la grandeur de l'organisation. Quand on regarde, quand on parle de design, quand on parle d'expérience client, pour des petits pays comme l'Estonie, on cite ça beaucoup quand on parle d'expérience client, eux, ils sont partis de zéro à un moment, il fallait qu'ils se virent. C'est un pays où on n'a rien et il faut partir de zéro. On peut faire tout ce qu'on veut, mais dans un gouvernement comme la Côte d'Ivoire, un gouvernement comme le Canada, un gouvernement comme la France, les sociétés, à moins d'être une start-up, sont déjà lancées. On ne peut pas dire on se vire sur, on va dire, une pièce de 50 francs CFA et puis tout le monde va suivre. Non, à ce moment-là, on va prendre pan par pan et puis aller livrer les bonnes affaires parce que ça fait partie aussi de la satisfaction pour les analyses d'affaires ou les architectes d'affaires que nous pouvons être. Donc, ça fait le tour. Je vais embarquer maintenant dans la partie IBA, Région de Québec. Est-ce que j'ai des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, il faudra me parler tout à l'heure quand je vais avoir fini la présentation parce que là, on va interagir. Il faudra me parler de toute façon. Donc, l'IBA Région de Québec, sa vocation... Marie-Laure, on a une Oui. question. Une Oh, minute. oui, je reviens. Donc, il y a Junior qui pose une question. Quels sont les points les plus importants qu'un analyste d'affaires doit prendre en compte lors de la préparation d'un plan d'affaires? Les points qu'il doit prendre en compte lors de la préparation d'un plan d'affaires. Il doit s'assurer, il y a des modèles, il y a des lignes qu'on décrit par rapport à un plan d'affaires, ce qu'il faut mettre dedans ou pas mettre dedans, etc. Mais il faut déjà, avant de déployer un plan d'affaires, il faut être sûr que déjà, il a toutes ces parties prenantes et qu'il les connaît et qu'il n'y a rien de voilé et qu'on n'a pas exclu quelqu'un. Il faut qu'il s'assure que le besoin qui est à la base de ce plan d'affaires-là soit vraiment le bon besoin et pas autre chose sur lequel on travaille. Et sur un plan d'affaires, en général, un plan d'affaires est lié à la vision ou à la mission d'une organisation, s'assurer qu'on a le soutien, l'appui de la haute direction. Ça, c'est important. Est-ce que ça répond, Junior, de rien? Ou est-ce que c'est plus dans comment on fait un plan d'affaires que tu étais? Oups, je suis partie au tutoiement, maintenant. Junior, la réponse te convient?
On l'a perdu, je crois. Oh, bon. Sinon, de toute façon, je suis sur LinkedIn, n'hésitez pas à interagir avec moi. Mm. Donc, on arrive à l'IBA, Région de Québec. Donc, l'IBA, Région de Québec, ben, c'est un chapitre comme celui de la Côte d'Ivoire est un chapitre aussi. Sauf que comme le Canada est grand, on a plusieurs chapitres. Je pense qu'on n'a qu'un chapitre en Côte d'Ivoire. Au Canada, on en a plusieurs. On a des francophones, tels que celui du Nouveau-Brunswick, celui de la Région de Québec, celui de Montréal. Et puis, on a tous les chapitres du côté anglophone, à Toronto, à Ottawa, etc. Mais le but visé par toutes ces communautés est le même, à être à l'affût des grands mouvements de transformation, être le catalyseur du développement de l'expertise en analyse d'affaires, assurer donc le rayonnement de nos métiers, assurer l'intégration des meilleures pratiques en analyse d'affaires promues par l'IBA afin d'améliorer le succès des organisations qu'on accompagne. L'IBA, Région de Québec, dans sa vocation, a le français. Nous sommes l'IBA francophone parce que toutes nos conférences sont en français. On met en lumière des conférenciers, des experts en français parce que notre voix, des fois, est peu entendue dans toute une nuée d'anglophones. Donc, Montréal, c'est différent. Il y a de l'anglais, il y a du français, mais si vous assistez à une conférence de l'IBA de la région de Québec, vous n'aurez pas de conférence en anglais. On travaille sur le soutien à la communauté francophone. Donc, par la pratique, en étant à l'affût des tendances, par la collaboration, en échangeant, par le plaisir. Parce que quand on est membre du CA-IBA, en règle générale, c'est le plaisir de collaborer, le plaisir d'apprendre, le plaisir de donner qui va nous motiver là-dedans. Et puis, ben, quand c'est du bénévolat, parce qu'on appartient tous à différentes firmes et puis on se retrouve dans un CA pour une organisation comme l'IBA, il faut qu'on s'entende et puis il faut qu'il y ait du plaisir, sinon on ne voit pas l'importance de faire ça parce que c'est sur notre temps libre qu'on le fait aussi. On est ouvert, on est transparent et puis ben, en général, on communique tout ce qui ne va pas parce que le but, c'est d'être soudés et puis de continuer à fonctionner ensemble. Et si on veut du plaisir, il faut bien sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Et puis, on est en constante évolution. On essaie tout le temps de nouveaux outils. Dès qu'on apprend de nouvelles choses, au printemps dernier, Nadège a souhaité la bienvenue à nos participants sur notre colloque qui débattait de l'intelligence artificielle. Mais c'est vraiment ça, les valeurs qu'on veut ajouter à l'analyse d'affaires, à la promotion de l'analyse d'affaires. Ça fait 13 ans qu'on existe. On a des alliances parce que, oui, on a des alliances parce que sans alliance, des fois, on brûle, surtout pour on va dire pour des bénévoles. On dit ici, on brûle beaucoup de gaz pour rien. On se fatigue plus à la tâche, puis des fois, on peut se décourager. Donc, il faut être plusieurs à se tenir la main dessus. Donc, autant on a un CA soudé avec des bénévoles qui ne sont pas sur le CA, mais qui aident aussi pour différentes activités, autant on republie nos événements à travers d'autres chapitres et puis on publie leurs événements aussi sur notre site web. On a les chapitres francophones avec Genève, la France, Bruxelles, la Côte d'Ivoire, l'Algérie et bientôt le Maroc avec lesquels on interagit. Puis on distribue, on échange nos bons coups pour avancer chacun. On est partenaire de la Guilde d'architecture parce qu'à un moment, on s'est rendu compte avec mon ami avec lequel on avait créé la Guilde d'architecture à Québec, que, on va dire, à 60%, on rejoignait la même population. Donc, on a réuni nos événements pour arrimer nos activités pour éviter que les membres soient déchirés entre une activité, telle activité ou telle activité au niveau des organisations. Là, on fait la même chose cette année. Depuis 3 ans, on travaille avec l'Association des professionnels en gestion de changement pour arrimer notre programmation. Au niveau de la faculté des sciences de l'administration, se trouve là la relève. Donc, on va souvent faire appel à eux pour impliquer les étudiants dans différentes activités qu'on a. Et puis, en plus de ça, depuis 2 ans, on donne des cours
pour la certification en partenariat avec l'Université Laval. Ça donne des crédits à l'université pour des participants qui veulent faire d'autres formations. Et puis, en même temps, ça fait de la visibilité pour le monde d'analyse d'affaires à l'université. Et puis, bien sûr, à l'IBA, tout le monde est gagnant. Donc, on a pris cet accord-là. Cette année, on veut faire un arrimage avec Isaka, qui est dans tout ce qui est sécurité, contrôle, audit, cybersécurité, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des activités où nos membres s'intéressaient aussi à droite. Donc, on fait souvent des arrimages, s'intéresser à l'un ou à l'autre, puis des fois, on se retrouvait sur la même journée à faire des conférences. Donc, le membre faisait un choix difficile, puis c'est pas vraiment ce qu'on veut, puis c'est pas gagnant pour nous. Donc, on a d'ailleurs une rencontre demain pour faire un arrimage. Pour pouvoir offrir des événements gratuits ou pas chers quand on est en présentiel ou quand on fait de grosses sorties. On a des partenaires annuels, donc des entreprises qui croient en l'analyse d'affaires parce que ça se développe de plus en plus partout à travers le monde et puis qui viennent nous financer en étant nos commanditaires. On a aussi des commanditaires que vous ne voyez pas là qui nous appuient quand on fait des événements spéciaux comme le colloque où on peut avoir des conférenciers du monde entier. C'est ce que nous a amené, comment on appelle, la pandémie. Parce qu'avant, on avait des conférenciers beaucoup sur le Canada, etc., parfois la France. Mais maintenant, cette année, pour le colloque, on avait un conférencier au Japon qui était connecté. Donc, on a différents conférenciers et donc, les commanditaires nous permettent de pouvoir aller plus loin dans ce qu'on veut faire pour les analyses d'affaires. Et puis, ben, on a des partenaires de formation, Asset qui fait du coaching pour les membres du conseil d'administration qui ne sont pas à l'aise, par exemple, à prendre la parole. Même ceux qui sont à l'aise à prendre la parole, on vient leur donner des outils, les accompagner. Donc, Asset Ressources faisait le coaching à ce niveau-là. Et puis, depuis l'année dernière, Manon, qui est la présidente sortante, et moi, la présidente en cours, on a décidé de prendre en main ces formations-là. Donc, c'est nous qui faisons le coaching des nouveaux membres pour leurs habiletés à parler en public ou à modérer depuis l'année dernière. Et puis, donc, l'Université Laval qui nous appuie en termes de formation, dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette année, nous avons eu 8 conférences, sans compter le colloque qui a eu lieu au mois de mai. Donc, en général, notre année commence en septembre, une conférence moyenne mensuelle chaque mois, jusqu'au mois d'avril. Si on n'a pas le colloque est tous les 2 ans. Le colloque, c'est vraiment notre grand événement en analyse d'affaires où il y a du monde qui vient de partout, il y a des conférences toute la journée. Donc, quand on a cette organisation-là à faire au mois de mai, c'est en général au mois de mai, il n'y a pas de conférence. Et on termine l'année avec l'Assemblée générale où on vient choisir de nouveaux membres. Si on a des membres, par exemple, qui partent pour différentes raisons, ils ont d'autres responsabilités, ils ont diverses raisons qui font qu'ils ne peuvent plus s'impliquer parce qu'on dit en moyenne, quand on est bénévole à l'IBA Région de Québec, c'est minimum 3 heures par semaine. Des fois, on en fait moins, mais des fois, on en fait plus. Donc, on préfère que la personne s'engage sur ça. Et puis, on termine l'année après le CA, toujours par une activité d'ouverture sur l'année d'après parce qu'on regarde toujours qu'est-ce qu'on a fait qui ne va pas, qu'est-ce qu'on poursuit, qu'est-ce qu'on ne poursuit pas, qu'est-ce qu'on va chercher de nouveau qui va nous apporter de la valeur. Donc, cette année, on a eu 8 webinaires, on a eu 17 panélistes dans chacun de nos webinaires parce qu'en fait, avant, on fonctionnait en donnant des conférences simplement en présentant quelque chose. Et puis, ils nous ont demandé plus de pratique, les participants. Donc, ce qu'on est allé chercher, c'est on fait 45 minutes à 1 heure de conférence et puis on ouvre un panel avec une idée à débattre de la conférence. Et puis, le conférencier ainsi que des analystes d'affaires qui sont impliqués ou des architectes d'affaires selon le sujet viennent interagir. Et puis, on a eu 618 inscriptions, sans compter celui du colloque. Le colloque, on a eu plus de 200 inscriptions. On a dû refuser du monde parce qu'on n'avait pas la capacité de les recevoir en termes de présentiel. Il y avait une partie virtuelle, une partie présentielle. Donc, le colloque, c'était ça. C'était une belle expérience humaine.
Et puis, ben, on a différentes images qu'on partage là-dessus. Et puis, ben, là, j'en arrive à ma conclusion où je dis, est-ce que tout ça valait le coup, l'implication dans l'IBA, être analyste d'affaires, travailler sur un campus? Oui, assurément. Parce qu'au-delà de la connaissance, il y a tout le réseau, l'Amérique du Nord comme un peu partout. Je pense qu'en Côte d'Ivoire comme en France, le réseau compte, mais en Amérique du Nord, ça compte encore plus. Il y a beaucoup de choses. Il y a, on va dire, 70 à 80% des opportunités ou des questions qui se répondent dans un réseau. Donc, important d'avoir un réseau et de travailler avec l'IBA, de m'impliquer. Ça m'a fait chaque année, je grossis mon contact relationnel et puis j'ai jamais peur de dire je ne sais pas ou je n'ai pas appris ça. Donc, ce qui fait que j'apprends toujours de l'autre. Et puis, c'est ce qui est intéressant. Quand j'ai fini mon bac à Abidjan, j'hésitais. Est-ce que quel métier me ferait sortir tout le temps de ma zone de confort? Quel métier me ferait toujours réfléchir, aller plus loin, sortir de mes limites? J'ai pensé à l'informatique et puis finalement, j'ai viré vers l'analyse d'affaires. Et puis, j'ai pensé à la médecine parce que ça bouge tout le temps. Donc, me voilà un métier qui change. Si vous êtes un analyste d'affaires et que vous comptez durer là-dedans, n'hésitez pas, contactez. Des fois, je ne connaissais pas du monde, mais je lisais leur profil sur LinkedIn. Ça m'avait l'air intéressant. J'ai peut-être quelque chose à apprendre de celui-là. Et puis, ça se passait beaucoup dans l'IBA. Et puis, d'amis dans l'IBA, en dehors de l'IBA, on finit par avoir un bon réseau et puis des spécialistes un peu partout avec qui débattre. Donc, on n'est pas forcément d'accord des fois sur la manière dont on voit nos métiers. On a des choses communes, c'est sûr, parce qu'on a encore plus en commun qui nous amène vers là, mais on apprend aussi des différences qu'on a les uns les autres. Donc, ça terminerait ce que je voulais partager. Puis, il y a un dernier point dont on avait parlé qui me tient à cœur, Nadège, à moins qu'il y ait des questions avant que je parle de ce point-là. Tu peux parler de ce point-là. Le hackathon. Le hackathon, c'est l'un de nos événements qu'on a parti, on a démarré l'année dernière. On l'a démarré pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que dans le marché, il y a des entreprises petites, moyennes ou autres qui n'avaient pas les moyens, ni la capacité, ni les ressorts nécessaires pour aider, pour utiliser l'analyse d'affaires ou les idées de l'analyse d'affaires, bien que ça les aurait aidés au niveau performance. Donc, depuis l'année dernière, on prend une cause. En général, c'est une OBNL. Une OBNL, c'est un organisme à but non lucratif qui a des problématiques, des enjeux pour évoluer, pour grandir, qui vient toucher l'analyse d'affaires. Et puis, sur une journée, on a des groupes de différentes organisations qui viennent prendre différents enjeux et puis propose des solutions. Le client, dans ces solutions-là, va mener sa réflexion et puis il va plus loin. C'est une manière pour nous de redonner, d'aider une entreprise, de redonner à la communauté. Et puis, ben, ça a du succès. Et notre prochain événement, c'est le 16 septembre. Est-ce que la Côte d'Ivoire va former une équipe pour rentrer dans le jeu? C'est une question que je laisse ouverte, mais ce serait très, très intéressant parce que c'est une journée où on est dans un groupe, il y a des analystes d'affaires plus ferrées, il y a des analystes d'affaires plus jeunes, il y a des étudiants, et puis on débat d'un cas, on trouve des solutions, on monte une présentation, on va présenter à la fin, et puis on vient donner des idées à une entreprise qui est dans le besoin. On redonne au suivant. Donc, c'est quelque chose qu'on le fait à notre niveau. Donc, l'année dernière, on a aidé bénévoles d'expertise. Cette année, on aide Centraide, qui aide toutes les petites associations qui s'occupent des gens dans le besoin, des gens qui n'ont pas les moyens, des familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a différentes organisations qui vont aider. Eux, ils centralisent et puis ils ont des enjeux. Là, on va les aider. Donc, si vous êtes intéressé à aider une organisation comme ça, montez une équipe, inscrivez-vous. En plus de ça, quand c'est comme ça, vous ne payez pas le prix plein, vous payez un prix à rabais quand vous avez un groupe qui participe. Et puis aujourd'hui, c'est au Canada, c'est à Québec. Vous pourriez très bien reprendre ce concept-là et puis nous, on viendrait vous appuyer. Avec plaisir, je pense que ça va se faire.
On prend bonne note et merci beaucoup pour l'invitation, Marie-Laure. On apprécie vraiment. De rien. Merci à toi. Je t'enverrai le lien, puis n'hésite pas à me revenir si tu as des questions. OK, avec plaisir. Du coup, je pense que là, on a terminé la présentation. Oui, tout à fait. On arrive au D'accord. terme. Donc, je suis OK. dans la partie maintenant. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Discussion, OK. on a un groupe LinkedIn, on a le Graal, on a les panélistes, on a les conférenciers, on recherche tout le temps des bénévoles en général ici. Puis vous, ça va être la même chose. Plus vous allez grossir, plus vous allez avoir besoin de monde pour vous aider à monter des affaires. C'est ça. Donc, je vais arrêter mon partage pour vous voir et puis ben, on pourra discuter. Puis vous pourrez me parler un peu de c'est quoi vos enjeux, qu'est-ce qu'on rencontre à Côte d'Ivoire. Moi, je suis partie, ça fait écoute, 24 ans. Merci beaucoup, Marie-Laure. Moi j'ai une question qui me trotte à la tête depuis. Vas-y, Donc, je vais la poser. Du coup, c'est par vas-y. rapport au thème. Donc, je te dirais aujourd'hui, si je fais un résumé, pourquoi dit-on que tous les chemins mènent à l'analyse d'affaires? Ça sera la conclusion que tu pourras nous faire, je pense. Tous les chemins mènent à l'analyse d'affaires parce que si vous avez suivi mon cursus, je suis partie du monde du développement. J'ai évolué vers la charge de projet, vers différentes choses. Mais tout ce que je me suis rendu compte tout ce temps-là, c'est que on ne peut rien mettre en route sans chercher un besoin. Le besoin est toujours à la base et puis livrer de la valeur est toujours à la base. Et puis en cela, on fait de l'analyse d'affaires. Donc l'analyse d'affaires est la chose la plus facile qu'on fait naturellement, peu importe notre profil. Parce que même si on est développeur, même si on fait de la conception, on ne programmera pas, on ne dessinera pas, on ne livrera pas sans qu'il y ait des humains, sans qu'il y ait un besoin qui est initié un besoin qui nous amène à livrer ça. Donc, pour moi, avec mon cheminement, et puis je vois différents profils dans le marché qui font la même démarche. Tous les chemins mènent à l'analyse d'affaires parce que quand on parle d'analyse d'affaires, on parle d'humain, on parle de vraiment se mettre au service de l'humain avec tout ce qu'on a comme compétences informatiques, compétences d'analyse pour venir livrer de la valeur parce que ultimement, c'est des humains qui vivent avec. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Est-ce que, il y a d'autres personnes qui ont des questions? Xavier, Idrissa, Mounir, Armel, Nora, Ben, Ingrid. Vous n'allez pas me dire que vous êtes tous timides. Quand on analyse d'affaires, on parle. Il y a un micro ouvert. Armel, t'as rien à me dire? T'as pas de questions? Non. Apparemment, ton parcours était très clair. Mm. Du coup, moi, j'aurais Allô? une autre question. Allô? Oui. Oui. Bonsoir à tous. J'espère être audible. Bonsoir, Xavier. Bonsoir, Ouattara. Donc, merci pour cette très belle présentation. Donc, j'ai bien compris tout le sens de cette belle analyse autour du business analyst et qui mène à tous les chemins. Il mène à tous Donc, les chemins. je pense Tous les chemins bien que mènent à là, l'analyse. c'est ça. Pas à Rome, j'espère. L'analyse d'affaires peut être à Rome, mais ça ne conduit pas à Rome forcément. Ça conduit à l'analyse d'affaires. C'est ça. Donc, j'ai compris essentiellement que l'analyse d'affaires, c'est celui qui apportera une valeur ajoutée pour tout business et qui Oui, est beaucoup empathique. Donc, oui, il utilise tout ce qui est outils, méthodologie qui lui permettent de pouvoir fournir le meilleur de l'entreprise afin qu'elle puisse accomplir sa vision et sa stratégie sur du long terme surtout. tout à fait. Euh, je vais plutôt laisser une ouverture
Est-ce que par rapport à un business analysis aujourd'hui tel que défini, Oui, cela voudrait dire que c'est une fonction, excusez-moi du terme, mais bateau, donc qui va généraliser un ensemble d'outils. Donc, c'est de savoir, est-ce qu'au niveau de l'IBA, oui. vous comptez essayer de cadrer plus ou moins pour éviter que certaines fonctions aillent un peu en vrille. Vous aurez des personnes qui sont des business développeurs, data analysts et tout ça, et qui aujourd'hui, si je comprends bien, sont aussi des business analysts. Donc, est-ce que derrière, vous avez Selon ce qu'ils font, ce que je veux dire, c'est que on peut être, on va dire, du côté des données sans faire d'analyse, produire de la donnée. Si on ne fait aucune analyse, si on ne fait aucune prospective, si on ne vient pas chercher de la valeur, on n'a pas un but dans cette production d'informations, bien sûr, là, on n'est pas du côté analyse. Mais si on commence à chercher pourquoi est-ce qu'on fournit ces besoins-là et la manière de le fournir de manière efficiente pour venir répondre aux besoins d'une organisation et puis donner une meilleure vision, être aligné sur ce qui rend l'entreprise pérenne, là, on pense du côté business analysis. Là, ça va être quelqu'un qui vient du côté data, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient du côté affaires, qui était soit analyse d'affaires en termes par exemple, en termes de réingénierie de processus ou d'autres pans de l'analyse d'affaires qui se dit, je pense que ma majeure, à un moment, tend plus vers le data analysis, donc moi, je vais me perfectionner là-dedans. Donc, il a cette capacité-là par la facilité qu'il a d'apprendre, puis la facilité aussi à se virer, puis aller chercher d'autres compétences, à pouvoir embrasser cette orientation-là. Et puis, il sera forcément bon parce que il ne sortira pas des chiffres pour sortir des chiffres, mais des chiffres pour donner un résultat. C'est ça. Donc, il va plutôt utiliser son analyse de données pour la prise de décision. Exact. Il va orienter toutes les solutions, maximisation de la valeur, toujours. Exact. Être aligné à ce qu'aujourd'hui, dans le commun, on appelle des OKR. Donc, des objectifs très bien guidés qui répondent à des points stratégiques. C'est ça. Exact. Oui. Donc, et puis éventuellement, dans son analyse, il voit aussi quand il chemine, quand il analyse, quand il monte un peu au niveau architecture, les pans de certaines activités que l'entreprise doit faire justement pour avoir plus de résultats ou plus de valeur dans certaines de ces activités qui ne sont pas en route. Et puis, il va permettre aussi de voir les interactions qu'il y a entre chacun des services, qui communique avec qui travaille avec qui et qui aurait avantage à travailler avec tel ou tel service. Donc, quelque part, il vient créer la cohésion. C'est comme un rassembleur, l'analyse d'affaires à ce niveau-là. Exact. Cela m'amène à poser une autre question. Oui. Pour un business analyst débutant, quelles sont les 5 compétences clés que vous le conseillerez à apprendre? Les 5 compétences clés que je lui conseillerais d'apprendre, la première chose que je lui dirais, c'est un analyse débutant. Je lui demanderais s'il connaît le BABOK, parce que le BABOK, c'est un corpus, c'est vrai, mais ça vient rassembler tout ce qu'on peut avoir comme expertise en tant qu'analyste. Je lui dirais en tant qu'analyste débutant, à chaque fois qu'il touche un besoin, de vraiment s'assurer en discutant, en interagissant, de recueillir vraiment le bon besoin. La solution vient après, mais on ne pense pas d'abord solution. On voit le besoin, on voit ce que ça prend au monde quelque part pour le changement. Quand je présentais tout à l'heure les 6 concepts de base, tout est lié en fait. Si on a fait une bonne définition de besoin, au bout, ça veut dire qu'on a bien compris le contexte, ça veut dire qu'on va faire une bonne gestion du changement, on va bien accompagner les équipes et puis au bout, on aura une solution. Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir toutes ces compétences-là et puis les compétences de communication, ne jamais rester dans son coin, toujours travailler en équipe
multidisciplinaire, donc la collaboration. Donc, l'esprit d'équipe, esprit de collaboration, communication, de l'empathie pour s'assurer d'avoir compris ce qu'on a comme problématique, se mettre dans la peau du client pour lequel on vient répondre à un besoin, et puis surtout, comme on dit en design thinking, tomber amoureux du problème qu'on doit résoudre. Parce que si on tombe amoureux du problème, on va trouver une solution, mais pas n'importe laquelle. Celle vraiment qui vient embrasser ce besoin-là. Mais je lui dirais aussi qu'il n'a pas choisi la bonne voie, mais la mauvaise voie, mais l'une des meilleures qui rend l'humain heureux, parce que si toute l'organisation commence en suivant les différents axes pour pouvoir développer tout ce qu'on met à disposition des humains, il y aura moins de choses qui viennent, on va dire, bousculer l'humain, surtout dans une ère où de plus en plus, on pense à faire aboutir l'intelligence artificielle qui doit rester un outil aussi. C'est un outil. D'accord. Est-ce que ça vous apporte des éléments de réponse? Oui, bien sûr, bien sûr. Excellent. Donc déjà là, je note que c'est essentiellement des soft skills. Oui, il y a du soft skills. Il y a des outils. Il y a des outils, on a des outils en commun, donc vous retrouverez dans le Babok. Et puis, il y a des outils qu'on apprend aussi en touchant aux domaines spécialisés que l'analyse d'affaires va des fois toucher. Donc, un analyse d'affaires, je connais des analystes d'affaires qui, eux, connaissent que le domaine d'affaires, qui, au niveau technologique, ils vont faire de l'amélioration continue de processus, etc. Mais au niveau TI, ils n'ont pas être, puis d'autres qui y sont. Donc, ça dépend vraiment de la couleur qu'on veut se donner en tant qu'analyste d'affaires. C'est ça. Mais tout part de l'identification d'une problématique qu'on souhaiterait résoudre, je pense. Très, très important. Oui. Merci beaucoup. Je pense que vous avez amplement répondu à mes questions. Et je serais ravi d'avoir d'autres discussions sur d'autres thématiques avec vous. Ça marche. Merci. Merci, Xavier. Merci à vous. J'ai une autre question. S'il y a quelqu'un qui a une question, n'hésitez pas. Je pourrais poser la mienne en dernier. Idrissa, tu voulais poser une question? Non, ok. Du coup, moi, j'ai une question pour ceux qui nous suivent aujourd'hui. Il y a certains qui sont en reconversion, qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire et ils se décident de se lancer dans l'analyse d'affaires. Donc, peu importe son profil, par exemple, un contrôleur de gestion, ou même il y a certains médecins, des experts comptables aujourd'hui qui veulent vraiment faire des grandes reconversions vers l'analyse d'affaires, mais qui ne savent pas vraiment s'y prendre. Donc, quels sont en fait les challenges et les tips, les challenges VS solutions en fait pour pouvoir réussir sa reconversion? Le challenge VS solution, c'est surtout comprendre ce que c'est l'analyse d'affaires. Moi, je venais du monde de la programmation, si je prends mon exemple. Et puis, les premiers dossiers, parce que quand on fait un dossier fonctionnel, donc qui va décrire une solution qu'on va livrer, avant, c'était le côté informatique qu'ils faisaient. Donc, ils arrivaient avec une solution qui ne rendait pas forcément le monde heureux, mais qui était envoyé par la haute direction. Les premiers dossiers fonctionnels que j'ai faits, fallait que tu sois informaticien pour le lire. Et puis, au fur et à mesure, je suis allée chercher des coachs, des mentors, pour dire, est-ce que si... Et puis, interagir surtout avec le monde pour lequel je livrais, dire, si je livre ça comme ça, et puis si je comprends ton besoin comme ça, est-ce que j'ai bien compris? Donc, s'il veut se diriger vers l'analyse d'affaires, c'est déjà savoir ce que c'est, redevenir comme un enfant, c'est dire que ce qu'il sait jusque-là, il aura des compétences qu'il va récupérer, bien sûr, mais qu'est-ce que ça lui prend pour faire le pas de cette profession-là vers le métier d'analyse d'affaires? Est-ce qu'il aime communiquer? Il faudra qu'il apprenne à communiquer si ce n'est pas son fort. Est-ce qu'il aime calculer pour un comptable? Ça peut être quelque chose où on parle de plus en plus de data analyse, de plein de choses. Ça pourrait être quelque chose, il pourrait être orienté vers ça. Mais en plus des chiffres, il faut qu'il ait une ouverture à aller chercher d'autres choses, d'autres skills, et puis voir s'il est capable de s'extraire de son métier pour tourner, puis surtout l'essayer, cheminer, écouter d'autres personnes, discuter avec des analystes d'affaires, et puis voir si on sera heureux
là-dedans. Moi, c'est la démarche que j'ai adoptée. Puis, quand j'ai des gens que je coach ou des gens pour lesquels je fais du mentorat, je leur présente tous les scopes, tous les métiers qui sont liés, puis tout ce qu'on s'attend d'une analyse d'affaires. Puis l'analyse d'affaires peut partir avec une base, comme peut partir sans rien. On va dire, il faut qu'il se débrouille avec ça, mais tout ça, il faut qu'il ait de l'empathie. Et puis, il faut surtout qu'envers lui-même, en tant qu'humain, que il accepte qu'il apprend et qu'il devient comme un enfant, il repart vers autre chose. Pas qu'il ne sait rien, son expérience qu'il a peut lui servir plus tard, mais vraiment comprendre ce que, on dit au Québec ici, c'est que ce que ça mange en hiver, une analyse à faire. Une fois qu'il a compris la valeur que ça apporte, surtout que c'est basé sur l'humain, je pense que tout le monde est capable de faire notre métier du moment que tu veux épouser les compétences et les outils qu'on utilise. Et que tu as le souci d'apporter de la valeur. C'est ça. Donc, je dirais que euh, pas forcément être focus IT, mais dans tous les secteurs d'activité, tu veux vraiment apporter de la valeur. Lorsque tu aimes ton métier, tu portes automatiquement la casquette d'analyse d'affaires, en fait. Parce Oui, que moi, exact. si je prends l'exemple du médecin, quand tu vas en consultation, l'idée pour lui, c'est qu'à la fin de la journée, tu sois guéri. Donc, il Exact. protocole, mais ça reste quand même un protocole médical. Mais si on regarde avec une vue business analyst, tu te rends Oui, compte qu'il a suivi des étapes, une méthode qui tout répond à en fait fait. aux standards de la business analyse, en fait. Tout à fait. Poser des questions, faire des examens, envoyer le patient faire des prises de sang, faire une radio, etc. Mais il va déployer différentes choses qui vont lui permettre de faire un diagnostic exact. L'analyse d'affaires, c'est la même chose. C'est exactement ça. Donc, je pense que à la fin de ce talk-là, nous avons tous une idée claire encore sur notre rôle, sur notre position. Et nous devons, je pense, être fiers de ce noble métier-là qui nous permet d'englober plusieurs casquettes et de pouvoir, à la fin de la journée, apporter de la valeur à nos clients. Merci Tout à beaucoup, fait. Marie. Je t'en prie, Nadège, c'était un plaisir. C'est un plaisir pour nous. Je pense que pour la majorité, ils se sont abstenus de poser des questions parce que ton parcours était tellement En fait, éloquent. Donc, Oui, Idrissa, oui. oui, j'avais deux questions à poser, ben, Oui. même si quelques-unes ont été déjà répondues. Je demandais quels sont les secteurs d'activité qui recrutent les analystes d'affaires et également Oh, quelles étaient les perspectives et évolutions de carrière d'analyste d'affaires. C'était les deux questions. OK. L'analyse d'affaires peut rester analyse d'affaires euh, toute sa vie. Mais plus il Mhm. va grandir, plus il va faire d'apprentissage, plus il aura d'outils et plus il y a des contextes qu'il va voir, sachant que même quand tu es senior, quand tu arrives dans un cadre, tu repars de zéro, puis ne pas hésiter à bien comprendre euh, le mandat. L'analyse d'affaires peut être partout. Il peut être partout. On n'imagine D'accord. même pas tout ce que l'analyse d'affaires peut faire. C'est quand on est dans un hôpital, on se dit, un analyse d'affaires n'a rien à voir là. Mais derrière un hôpital, derrière la facturation, derrière la gestion des patients, derrière différentes activités que peut faire un hôpital, il y a des Oui. processus derrière une analyse d'affaires et derrière, et Mhm. j'ai des analyses d'affaires derrière. Puis, il y a certaines analyses d'affaires qui se spécialisent que dans le domaine médical. Moi, par exemple, non, ça ne m'intéressait pas d'être spécialisé dans un domaine. En tant qu'analyse D'accord. d'affaires, je suis une touche à tout, donc j'aime découvrir différents secteurs. J'ai des analyses d'affaires en santé, j'ai des analyses d'affaires en assurance, j'ai des analyses d'affaires en banque, j'ai des analyses d'affaires dans le gouvernement. Puis dans le gouvernement, quand on parle dans le gouvernement, c'est partout dans le gouvernement, ministère du Transport, ministère du Revenu pour tout ce qui est impôts, ministère de l'Éducation. Même on a un ministère qui gère tout ce qui est, on va dire, gestion du patrimoine de l'État. Il y a des analyses d'affaires là. Tu vas avoir d'autres profils, mais pour tout ce qui est recueil du besoin, tu vas forcément avoir un porteur de besoin qui est soit un product owner qui peut être analyse d'affaires, comme être un développeur qui s'est viré plus vers le côté domaine pour toucher plus les affaires. Donc, je te dirais que du moment qu'on parle d'initiative, du moment qu'on parle de choses à améliorer, du moment qu'on parle de changement et puis encore plus de digital, l'analyse d'affaires est là.
Donc, Ok, c'est ça un marche. métier où tu peux pas chômer. Quand je regarde, il y a même une pénurie au niveau des analyses d'affaires. On en cherche, on en cherche, on en cherche. Donc, il y a une pénurie D'accord. au niveau du métier parce qu'on se rend compte qu'il tient une place centrale. Donc, partout, tu peux imaginer des processus partout, même dans la restauration. J'ai des analyses d'affaires à petite échelle qui aident des restaurateurs à redéfinir leur manière de livrer, leur manière de convertir leurs affaires, leur manière d'être plus rentable, voir tout ce qui ne marche pas, tout ce qui décroche. J'ai des analyses d'affaires qui ont travaillé sur le système qui permet aux restaurateurs d'encaisser les clients. Donc, quand tu parles d'analyse d'affaires, on va dire, si tu dois embarquer une personne dans une entreprise que tu montes, embarque une analyse d'affaires, tu ne seras jamais perdant. Bravo, merci bien. Je vous en prie. Nous sommes au terme de notre billet de ce mois d'août. Est-ce qu'il y a encore, on peut prendre une dernière question? S'il n'y a plus de questions, Marie-Laure, merci beaucoup. C'était un très bon moment que nous avons passé avec toi. On a eu des questions pertinentes qui ont apporté en fait un éclaircissement à tout un chacun par rapport à l'analyse d'affaires. Merci pour ta disponibilité. Vraiment, nous sommes très heureux de t'avoir eu aujourd'hui avec nous sur ce point. Donc, merci à tous et on se dit à très bientôt. Merci à vous de m'avoir écouté parce que ça prend quelqu'un pour écouter quelqu'un qui parle. Et puis, merci à toi, Nadège, de m'avoir invité. Je vous souhaite un bon mois de septembre qui arrive et puis une excellente année. Puis, n'hésitez pas, vous me trouvez facilement sur LinkedIn pour discuter. N'hésitez pas, puis n'hésitez jamais à faire le lien avec moi ou à passer par Nadège si vous êtes trop timide. Nadège et moi, on discute assez souvent. C'est ça. Allez, bonne soirée à tous. À Bonne bientôt. soirée à tous. À bientôt. Merci. Bonne soirée.